Eh bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer. 58e Performance User Group, le dernier de l'année. Et comme je l'avais dit, on a terminé cette année 2018 avec un thème de gestion mémoire. Après avoir fait le Garbage Collecting Java en profondeur au mois d'octobre, on va faire ce soir de la gestion mémoire en Go. Et puis en décembre, on fera relâche comme toutes les années parce que le troisième mercredi soir de décembre, le plus souvent, et un peu la trêve des confiseurs, c'est un peu compliqué de faire un user group. Et donc pour ce faire, on a la chance d'accueillir Benjamin ce soir qui va nous parler de Go. Alors François a malheureusement pas pu venir, il est sur l'île et il a eu une contrainte. Euh, et donc Benjamin, développeur chez OVH, qui s'intéresse à tout ce qui est développement web et tout ce qui est développement avec de la performance et notamment en Go. Et je suis très content qu'on ait quelqu'un qui vienne nous parler de Go parce qu'avec Borémy, on a un peu une connaissance Java, donc on connaît des personnes qui connaissent du Java et des personnes qui connaissent du Java. Donc là, on peut aller voir un autre langage et donc on est très content de ça. Petit mot du sponsor, donc Octo qui nous accueille et nous offre le pot qu'on prendra après. On recrute chez Octo, Borémy et moi on fait partie d'Octo, donc si vous êtes intéressé par les sujets du Perfug, des sujets autour du Big Data, de l'Ops, du Cloud, n'hésitez pas à venir nous voir ou à envoyer un petit mail. Petit mot du Perfug cette fois. Comme je le disais, je suis très content qu'on ait un speaker sur Go. On cherche des speakers. Donc si vous avez des sujets de performance, en particulier sur d'autres langages, mais ça peut être très général. On dit que le Perfug, c'est la performance sous toutes ses formes. Donc on parle aussi bien de la performance pour avoir des pages web qui s'affichent rapidement, jusqu'à des garbage collecting en Java ou en Go. Donc si vous avez des idées de sessions, proposez-les nous. Si vous avez des idées de speakers qu'on pourrait contacter, proposez-les nous également. Et pour terminer, eh bien, joyeuses fêtes à tous. Et puis rendez-vous le 16 janvier pour le premier Perfug de l'année. Et pour l'instant, c'est Benjamin qui va nous faire découvrir la gestion mémoire en Go. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend bien au fond? C'est bon? Ok. Voilà, ça commence bien. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir, merci à Octo. Du coup, petite intro, on a fait cette conf à la Devox. Faire des slides, c'est pas forcément ce que j'aime faire, donc je les ai pas changés. C'est toujours le thème de la Devox. Voilà. Juste pour info, qui fait du Go ici dans la salle? Ok, qui aime ça? Il y a moins de mains, c'est bizarre. Et qui fait du Go en prod? Ok. Ok. Je vais essayer de pas trop bouger la table. Alors, est-ce qu'il revient à lui? J'ai rien fait, c'est pas moi. Je sais pas. J'ai pas de problème. Ah voilà. Ah. On touche plus. Ça va être dur pendant la démo de... Mais bon. Alors, du coup, pour ceux qui connaissent pas le Go, c'est pas grave. Putain. Pour ceux qui connaissent pas le Go, ce n'est pas grave. C'est pas du tout un prérequis. En plus, le Go, c'est assez simple. La syntaxe est super simple. Juste pour info, le Go, sa première version, donc la V1, a été faite en 2012. C'est sous licence BSD, je pense. Je touche pas, c'est pas moi. C'est principalement la team. Il y a une team Go donc chez Google qui gère un peu la communauté, les pull requests et tout ça, et les proposals et tout ça. Et voilà. Du coup, si on parle du langage, c'est inspiré fortement du C et du C++. Sur la syntaxe, ça ressemble un peu. C'est un langage compilé, qui est fortement typé, qui se veut un peu généraliste.
Donc pas forcément pour du système où on peut faire autant des API que du système, on peut un peu tout faire. Ce qui est bien, c'est que la grammaire est compacte et il s'en vante. Il y a très peu de keywords, c'est assez simple d'y rentrer. On devient assez productif avec du Go assez facilement. Le support de la programmation concurrentielle nativement dans le langage. Go est assez connu pour ça, c'est assez simple de le faire. Il y a quand même quelques pièges, faut pas trop en abuser. Et ce qui va nous occuper aussi une bonne partie de la soirée aujourd'hui, c'est la gestion de la mémoire par le garbage collector. En fait, en réalité, on va pas parler énormément du garbage collector, mais plutôt comment essayer de moins solliciter le garbage collector en Go pour améliorer nos perfs. Du coup, je me présente brièvement. D'abord, je présente mon collègue qui n'a pas pu venir, qui est de Rennes et pas de Lille. Il n'a pas pu venir, il a eu un empêchement. On travaille tous les deux chez OVH. Moi, je m'appelle Benjamin Kounen, je suis d'origine belge. J'ai déménagé ici sur Paris depuis quelques semaines. Je bosse dans les bureaux OVH Paris du coup maintenant. Et on est dans l'équipe Continuous Delivery. Donc on est en charge de tout le Continuous Delivery de OVH, Continuous Delivery et Continuous Integration. Qu'est-ce qu'on fait brièvement? On a testé plusieurs outils. Chez OVH, on a beaucoup de serveurs, on a beaucoup de data centers, donc on n'a pas forcément les mêmes contraintes que d'autres boîtes. On a testé du Jenkins, du Bamboo, on a testé d'autres choses. Ça répondait pas forcément à nos besoins en termes de scale. On voulait pas que chaque équipe ait un Jenkins dans son coin et à le maintenir. Donc on est parti sur un truc qu'on a construit from scratch nous-mêmes, qui s'appelle CDS. C'est pas le sujet du talk, mais en fait c'est juste pour mettre dans le contexte tout ce que on va voir dans la conf. En fait, je l'ai appris en ayant quelques soucis de perf avec cet outil, en le développant. Et si ça vous intéresse, il est open source, tout est développé en Go et c'est sur GitHub. Ah, petit changement de câble. Et si vous voulez en discuter, on en discutera après, pas de souci. Ou sur Twitter. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, c'est mieux, sinon c'est mon Mac, hein, si ça se trouve. Ça cherche, mais ça... c'est pas mon fort, mais... Est-ce qu'il va... Il l'a trouvé pourtant. Je vais le débrancher et le rebrancher pour voir. Si ça se trouve, c'est juste mon Mac qui n'aime pas trop. Ah, bah je pense que c'est en fait c'est peut-être mon Mac. Alors, on passe à la suite, ce qui nous intéresse vraiment. Le modèle de mémoire en Go. Alors il n'y a pas, enfin c'est pas un modèle mémoire disruptif. Je voulais placer ce mot, donc voilà. On va pas être perdu. En fait, on va sûrement voir ensemble des trucs qui vous parlent, que vous avez déjà vus. C'est bien aussi de revoir les bases. Il y a juste quelques spécificités par rapport à Go. Go, il a une stack, une zone mémoire stack et une zone mémoire heap. Si on parle de la stack, en fait en Go, une stack, elle est créée, elle est réservée à une fonction. Donc à chaque fois qu'on va appeler une fonction, ça va créer une nouvelle stack et une nouvelle stack, donc une nouvelle zone mémoire dans la stack. La taille est limitée, c'est déterminé à la compilation. Donc quand on compile, Go est capable de savoir quelle sera la taille pour chaque stack. La heap, en français ça se dit un tas. La stack c'est la pile en français. C'est quand la stack ne suffit plus. Notamment quand on va devoir faire des allocations mémoire dynamiques qui sont pas forcément prédictibles à la compilation, et donc on va allouer, faire comme un malloc en C au runtime, donc ça n'a pas de taille fixe. Si on regarde la stack, en fait on pourrait voir ça comme une pile de pancakes. C'est du last in first out, donc comme un pancake, quand on fait des pancakes, sauf si on aime se faire du mal. Quand on en fait un, on le met au-dessus, et une fois qu'on veut le manger, on mange le dernier qu'on a mis.
Encore une fois, sauf si on aime se faire du mal. Donc c'est un empilement de stack frame, donc un empilement de stack des fonctions de Go, de la mémoire allouée pour chaque fonction de Go. Ce qui est bien en fait avec la stack, c'est que on va le voir après par un schéma. On a les zones mémoire dans la stack, on a des stacks qui s'empilent, et à chaque fois qu'on va sortir d'une fonction, par exemple, ça va être invalidé. Et ce qui est bien, c'est que ça va être juste deux instructions CPU qui vont juste changer un curseur qui va lui dire ok, à partir de cette adresse, ma mémoire va s'invalider. Et donc ça n'a pas d'intervention du garbage collector. Il va pas repasser sur cette mémoire là et on va pouvoir l'éliminer assez rapidement. Du coup, ça c'était la partie un peu plus théorique. Si on regarde dans le code à quoi ça ressemble, vous voyez tous plus ou moins là. Là en Go, en fait, c'est comme en C, on a une fonction main qui va s'exécuter au lancement. J'ai déclaré une variable counter qui est égale à 0. En Go, il y a un genre d'inférence de type. Si on lui met pas le type et qu'on l'initialise directement, il sait se dire oh, c'est un int. Donc j'ai une variable de type int à 0. J'ai une fonction qui s'appelle incr. Est-ce que je l'appelle? Non. J'ai une fonction qui s'appelle incr qui prend en argument un entier qui va créer une variable counter dans cette stack là, donc dans la fonction, et l'incrémenter et retourner la variable. Alors si on le représente au niveau de la mémoire, on a la stack main, donc la stack de la fonction main, et ensuite quand on va appeler incr, donc la fonction incr, ça va nous ajouter une stack, la stack de incr de la fonction. Ici je l'ai représenté dans le sens inverse, ça s'empile pas vers le haut mais vers le bas, mais c'était pour avoir plus de facilité avec le curseur qui invalide la mémoire, parce qu'une fois qu'on sort de cette fonction, on a ce curseur ici qui va monter, donc c'est deux instructions CPU qui vont changer l'adresse et lui dire ok, tout ce que tu as en dessous c'est de la mémoire invalide, tu n'y as plus accès. Typiquement, enfin non, ça je reviendrai dessus après. Donc c'est aussi simple que ça. Et en Go, ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'on ne parle pas du tout de référence. Il n'y a pas de passage par référence. Donc quand on donne un argument dans une fonction, c'est toujours par valeur. Il faut bien retenir ça. Si on a compris ça, on a compris une bonne partie. C'est toujours un passage par valeur. Il n'y a pas de passage par référence comme en Java par exemple. Donc ici par exemple, ça va toujours être une copie. Je ne connais pas exactement bien Java, mais de mon souvenir, c'était des références. On va faire une copie de la variable, à chaque fois, de sa valeur. Du coup, parlons un peu de la heap. La heap, c'est un tas de mémoire. Elle va intervenir quand on va faire des allocations dynamiques, par exemple des slices. En Go, ce qu'on appelle des slices, c'est un tableau à longueur dynamique. On a ce qu'on appelle des arrays en Go qui sont des tableaux où on connaît la longueur, donc fixe, et des slices où c'est des tableaux à longueur dynamique. On a des maps et on a les channels. Les channels, c'est ce qui va permettre de discuter entre les Go routines. Donc quand on fait de la concurrence en Go, on peut passer nos valeurs via des channels. C'est comme ça qu'on discute entre nos différentes Go routines. Et donc ça, c'est dynamique et c'est alloué directement dans la heap parce que c'est au runtime. Il y a aussi une partie de manipulation de pointeurs quand on va utiliser des pointeurs. Pas tout le temps, ça sera dans la heap. On va se retrouver dans la heap. Ce qui est embêtant avec la heap, c'est que toute la mémoire qu'on va placer dans la heap, ça va être analysé par le garbage collector. Donc il va passer dessus, il va flaguer la mémoire en fonction de sa fraîcheur et tout ça, et l'éliminer au fur et à mesure. Ça va pas se faire aussi simplement qu'avec la stack. Donc ça va prendre pas mal de ressources CPU notamment et de temps. En Go aussi, on n'a pas de VM, il n'y a pas de JVM, il n'y a pas de VM. Donc quand il fait une allocation mémoire dans la heap, il fait directement un appel système sur la mémoire. Donc le truc, c'est que si on alloue beaucoup jusqu'à la fin, ça prend toute la mémoire de votre système. Un truc à savoir aussi. Un exemple de moment où une variable où la heap va intervenir,
Ici, j'ai toujours ma variable counter dans main, et j'appelle la fonction new counter qui en fait me retourne un pointeur de int. Donc ça va être un pointeur dans mon main. Et en fait, cette variable-là, la variable i dans new counter, pour l'instant, je vous l'explique pas plus en détail que ça, mais croyez-moi sur parole, ça va dans la heap. On va repasser dessus après pour que vous compreniez. Et dernier élément, le garbage collector en Go. Il a un parcours de graphe assez classique, c'est un parcours en graphe. Sauf qu'il a 3 couleurs en fonction de la fraîcheur et du nombre de références que la mémoire a encore. Par contre, il est concurrentiel. Donc en fait, en Go, quand on a un binaire qui est compilé avec du Go, on a le runtime qui est avec, qui va s'occuper de scheduler les différentes Go routines si on fait de la concurrence. Et le fonctionnement du garbage collector en Go, il est identique, presque identique à une Go routine en fait en Go. C'est schedulé comme ça par le runtime Go et pour qu'il passe à des fréquences plus ou moins importantes. Ce que Go vise le plus au niveau de son garbage collector, c'est d'avoir une faible latence. Donc il évite les stop the world et tout ça. Et le but pour lui, c'est vraiment d'avoir une faible latence. Du coup, si on a notre heap qui grandit, la fréquence du passage du garbage collector va augmenter. Et ça va prendre plus de CPU forcément. Il va passer plus souvent. Et comme c'est une faible latence, si vraiment on met beaucoup de mémoire dans la heap, on rajoute beaucoup, au bout d'un moment, il va avoir du mal à diminuer la mémoire de la heap, à éliminer la mémoire. Parce que son but, c'est vraiment d'avoir une faible latence. Et du coup, ça prend pas mal de ressources. Du coup, le but du jeu, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va faire pour éviter justement d'utiliser le garbage collector. Enfin, de le solliciter, en fait. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'escape analysis. Alors l'escape analysis, c'est un mécanisme qui intervient au moment de la compilation en Go. En fait, c'est assez simple, c'est une analyse statique un peu du code qui va pouvoir déterminer soit si s'il va allouer la variable dans la heap ou dans la stack. C'est lui qui va décider à ce moment-là si on met dans la heap ou dans la stack. En fonction de, par exemple, il va regarder si on va partager notre variable avec des stacks dans une stack parente vers la stack enfant, dans une stack enfant vers la stack parent. On va regarder si c'est une allocation dynamique, il va le mettre dans la heap directement, et c'est lui qui va s'occuper de ça. Alors, comment ça marche? Si on... Allô? Oui, c'est bon. Si on reprend nos deux exemples de tout à l'heure, à gauche, j'ai mon new counter qui retourne juste un int. Et à droite, j'ai la fonction newCounter qui retourne un pointeur. Du coup, oui, juste là, hop. Du coup, si on le représente au niveau de la mémoire, comme tout à l'heure, je disais, il y a le newCounter qui retourne la valeur, donc le int, pas en pointeur. Il fait juste une copie de valeur dans la stack vers la stack main. Et il invalide la mémoire de la stack newCounter. Si on regarde la version avec le pointeur, on pourrait se dire ok, on prend la même logique. Vu que Go fait que des copies, des passages par valeur, et qu'on retourne le pointeur, en fait on va lui copier dans une nouvelle variable l'adresse, la valeur de l'adresse à laquelle la variable ici i a été initialisée dans la stack newCounter. Le problème, c'est que quand on va y arriver ici, vu que c'est un pointeur, il va se dire ok, vu que c'est un pointeur, j'ai mon adresse dans la valeur. Donc il va pointer sur l'adresse ici. Sauf que on voit que le curseur de la mémoire a invalidé cette mémoire. Du coup, ce qui va se passer, c'est un segfault, enfin ça marchera pas. Du coup, comment ça se passe en réalité? Avec un pointeur, on a toujours notre stack main, on appelle newCounter. On a notre stack ici, et en fait, la variable i, l'escape analysis, lui, il va voir que on l'a déclaré dans une stack enfant,
et on va devoir l'utiliser dans une stack parent. Du coup, il voit qu'on partage, vu à chaque fois que moi, par exemple, dans du code Go, le et commercial, qui dit je retourne un pointeur, on va dire, j'interprète ça par je partage ma variable. Et du coup, ici, la variable i, on va la partager avec la stack parent. Du coup, l'escape analysis va directement savoir qu'il faudra mettre cette variable dans la heap. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir ici, c'est que l'adresse, il faut regarder l'adresse. L'adresse dans la heap et l'adresse à ce niveau, c'est la même puisqu'elle est vraiment située dans la heap. La valeur est à 0 parce que c'est la valeur par défaut quand on l'initialise. Et en fait, quand ils vont copier la valeur de l'adresse dans la stack main. Donc la valeur dans la stack main, ce sera l'adresse de la heap, parce que c'est un pointeur. Par contre, ce sera une toute autre adresse dans la stack main. L'adresse de la variable ne sera pas la même que l'adresse dans la heap. L'adresse qui se trouve dans la heap se trouve dans la valeur de la variable de la main. C'est assez compliqué à expliquer. Et si on a compris ça, en fait, c'est assez simple. Après, ça coule de source. Quand on va voir les exemples tout à l'heure, vous allez vite comprendre et normalement me donner les bonnes réponses. Du coup, là, on a vu le schéma, c'est chouette. Je vous dis que ça va dans la heap. Mais si on apprend la théorie, on va se dire, ok, là, normalement, en théorie, ça devrait aller dans la heap ou dans la stack. Mais on n'en a pas le cœur net. Ce qui est bien avec Go, c'est qu'il fournit pas mal d'outils directement. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose de plus, c'est directement dans le tooling de Go. Et quand on lui demande de compiler, par exemple, on peut lui placer des flags. Et j'ai ces flags, et notamment le "-m qui permet d'avoir des infos sur ce que l'escape analysis fait en fait quand il compile. Ça c'est un exemple de sortie qu'on a. Et par exemple sur l'exemple précédent qu'on avait ici, ici là à droite, eh ben c'est ce que le compilateur nous sort et il nous indique bien que notre variable i, elle va dans la heap, donc elle échappe dans la heap. À chaque fois qu'on va parler d'échapper, ça sera dans la heap. Ça veut dire que la variable va dans la heap. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous donne carrément la ligne à laquelle, à partir de laquelle ça échappe. Ça va dans la heap, quoi. Les autres logs qu'on a juste au-dessus, les can inline, en fait, on va le voir après, mais dans les exemples que je vais montrer, je vais mettre des commentaires juste au-dessus de la fonction go no inline. C'est une autre optimisation que Go fait. Quand on appelle une fonction, que l'intérieur de cette fonction est tout petit, il se dit ok, le coût de l'appel de cette fonction va être plus coûteux que si je recopie la fonction directement dans le code. Même si je la recopie plusieurs fois, c'est pas grave, ça va faire un plus gros binaire, mais ça sera plus rapide. Du coup, en fait, c'est ce qu'il appelle un inline. Il va inliner la fonction. Et dans les exemples, je vais l'empêcher de le faire avec le commentaire parce que sinon ça fausse un peu tous les exemples en fait. Vu que je mets que des petites fonctions, je vais pas écrire des fonctions de 15 lignes juste pour montrer un exemple, quoi. Donc voilà, c'est important à savoir aussi. La synthèse, c'est pas maintenant. J'espère que ça va pas bugger. Alors, est-ce que tout le monde voit derrière? Oui. Je conclus que oui. Du coup, on retrouve les commentaires que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour l'empêcher d'inline, pour l'empêcher de faire cette optimisation-là. On repart avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a une fonction newCounter without pointer, donc on retourne un int. Là, on a cette fonction-là qui retourne un pointeur, de int. Et en fait, si je l'appelle ici, par exemple, si je fais un go build dessus, avec les flags, je vais le faire au-dessus, ça sera plus simple. Hop. Il dit rien, parce qu'en fait, il n'y a rien qui escape. Quand il dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va dans la heap. Par contre, si on change un peu le code, hop, ça fait bizarre de le mettre en blanc. Hop. Du coup, hop, et voilà. Du coup là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, il me dit bien, ok, à la ligne 29, j'ai la variable i qui escape, donc qui va dans la heap.
et la ligne 29 c'est celle-ci. On le voit directement. Donc ça c'est assez intéressant pour débugger et pour montrer des exemples comme ici, et où quand on se pose une question, on peut au moins avoir directement la réponse. On ne doit pas installer 10 000 outils pour avoir une réponse. Ce qui est bien aussi en Go, c'est qu'on a pas mal d'outils directement aussi inclus pour faire des benchmarks. Oups. Faire des benchmarks ou des tests. Je vais tout décommenter parce que... Ah non, mauvaise idée. Pour faire des benchmarks ou des tests, alors si je vais ici, c'est assez simple, la syntaxe c'est pas super important au final. Mais en clair, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boucler, il va tester plusieurs fois l'appel de la fonction newCounter sans pointeur et newCounter avec pointeur. Et ça va nous permettre de voir la différence en termes de rapidité que ça reproduit quand on a une variable qui escape, donc qui va dans la heap, et une autre qui ne va pas. Alors là, je le lance, il va faire son petit benchmark. J'ai rajouté l'option bench même pour qu'il m'indique justement les allocations. Je pense qu'il ne le fait pas par défaut. Et ici par exemple, on voit que 100, il met 1,96 nanosecondes par opération et 18,5 nanosecondes avec le pointeur, donc quand ça va dans la heap. Et on voit pas bien parce que c'est pas super bien aligné, mais on voit le nombre d'allocations par opération. Donc ici il y en a 0. En fait, en Go, à chaque fois qu'ils parleront dans les articles ou dans les commentaires dans le code source de Go, à chaque fois qu'ils vont parler d'allocation, pour eux une allocation c'est dans la heap, ils parleront jamais d'allocation pour la stack. Donc ici il nous dit bien il y a une allocation par opération. Alors, hop, je reviens, je retourne à ma petite synthèse. Si on synthétise un peu tout ce qu'on a vu là pour l'instant, si on parle de la stack, c'est une gestion rapide de la mémoire parce que en fait elle est déterminée à la compilation, on détermine sa taille à la compilation et du coup c'est déterministe. Par contre si on parle de la heap, elle va intervenir quand on partage des valeurs, quand on a des allocations mémoire de taille dynamique, du coup ça fait un accès moins rapide à la mémoire parce que il doit aussi chercher un endroit où la mémoire est dispo. Et ça induit un coût aussi au niveau du CPU pour le GC parce qu'il doit passer. Du coup, là, c'est le moment où vous allez un peu participer et voir si vous avez bien écouté. Parce que je vais montrer quelques exemples. Alors, je ne sais jamais dans quel sens je montre. Ok. Alors, je vais montrer du code en fait. Et là, on va faire un petit sondage pour savoir si selon vous, la variable va aller dans la heap ou pas. Alors ici j'ai une fonction main, faut bien suivre. Est-ce que tout le monde voit? Ouais. J'ai une fonction main, j'ai une variable num qui est un int. J'appelle ma fonction increment qui prend en entrée un pointeur qui incrémente ce pointeur et j'exit le num, je sors en code de sortie le num. Alors selon vous du coup la variable num ici, est-ce que qui pense que la variable num va dans la heap? Lève la main. C'est pas grave hein, si tu te trompes. Il y a 2 personnes. Ok. Alors on va le vérifier, comme ça on aura le cœur net. Hop. Je vais le remettre au-dessus. En fait, ici il indique clairement qu'il escape pas parce qu'on a utilisé un pointeur. Et en fait, ça va pas du tout dans la heap. Alors pourquoi? En fait, c'est assez simple. Parce que l'escape analysis, il est quand même un minimum malin. Il voit que cette variable-là, on l'a déclarée ici dans cette stack. Donc à partir de celle-ci, on y a toujours accès. Il n'y a pas besoin on partage pas vraiment de variables. Et donc il est capable de le voir et donc il va pas la mettre dans la heap parce qu'il n'y a pas d'intérêt puisque à partir de cette stack-ci, comme elle a été créée à partir de la main, on a toujours accès à cette adresse-là en fait. Elle n'est pas invalidée. Par contre, je vais changer maintenant. Hop. Ok. C'est increment and return. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment ou s'il y a un truc qui vous semble pas logique. Parce que parfois je me trompe aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok. Ah oui, en Go, il est assez nazi aussi.
il veut pas qu'on ait de variables non utilisées. Donc si on n'utilise pas une variable, il voudra pas compiler. C'est pour ça qu'il râlait un peu là. Ça, je vais... Hop. Du coup, ici, j'ai une variable, une fonction increment and return qui prend le pointeur de num, il l'incrémente et il retourne le pointeur de la fonction qui pense que num ou nump va dans la heap. Lève la main. Une personne. Deux. Qui dit mieux. Alors, en fait, elle va pas non plus aller dans la heap parce que l'escape analysis est encore assez malin parce qu'en fait, le pointeur qu'on return, c'est toujours celui qui était ici et donc il n'y a pas besoin de réallouer. Cet exemple-là... Pourquoi j'ai fait cet exemple-là? C'est un peu... Il n'y a pas... Ah ouais, c'est pas la même chose. Donc ici en entrée on lui passe une valeur et en sortie il va sortir un pointeur de cette valeur. Donc hop, je recommence et c'est bon, ça devrait aller. Qui pense, je le remonte, qui pense que i3 ou nump ou num va aller dans la heap, lève la main. Ah putain, ça suit. Il y a vraiment des gens qui m'écoutent. C'est bien. Du coup, ici, il indique clairement que ça va dans la heap. Bah, vu que la plupart des gens l'ont compris, je vais quand même l'expliquer. Mais en fait, c'est parce que c'est un passage par valeur. Donc ici, c'est une copie, c'est une nouvelle variable. Et on va lui filer l'adresse de cette variable-là, qui ne sera plus accessible si on ne le met pas dans la heap, dans la stack main. Ok. Je vois que vous suivez. On va passer à l'exemple suivant. Hop. C'est quoi après? Ok, slice. Ici. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vais me mettre dans le bon truc. Ce sera plus simple. Ah oui, aussi, s'il y en a qui veulent tester chez eux, on sait jamais. Si les gens veulent tester des choses. Parfois, là je me suis rendu compte qu'avec la Go 1.11 ça faisait plus ça. Ici on est en Go 1.11 et avec la Go 1.10, quand ils font un Go build, c'est encore le cas maintenant, il y a encore un cache au niveau de la compilation. Donc si on le fait 2 fois de suite, il va pas vraiment recompiler, il a un cache donc il va voir que c'est la même chose, on n'a pas changé le code, il va pas recompiler. Du coup avec la Go 1.10, parfois on tapait voilà, c'est bon. On tapait 2 fois la même chose, 2 fois le go build, et on se retrouvait... j'ai eu ça en conf une fois, et du coup ça m'a bien posé des problèmes, parce que je comprenais pas. Et en fait il affichait rien, mais rien du tout. Comme si en fait il y avait rien qui allait dans la heap ou autre. Et en fait c'est parce qu'il utilisait ce cache, et donc il y a un flag, je pense que c'est -A ou -F, pour le forcer à recompiler, et réafficher les infos. Mais en Go 1.11, qui est la dernière version, il affiche toujours les logs. Si je le fais plusieurs fois. Donc le problème est parti. Et là je vous ai montré la réponse. Du coup, on a notre fonction main. Qu'est-ce que je fais? Alors, je crée un slice avec une valeur dynamique et ici sans valeur dynamique. Ouais. Ok. Les noms de fonctions sont un peu mal faits, mais bon, c'est pas grave. Du coup, dans la valeur dynamique, on fait un make. Donc on lui dit, ok, tu me retournes un slice de string avec une longueur. Donc la longueur, c'est une variable, c'est dynamique. Dans celle-ci, je crée une variable un slice non avec une longueur non dynamique. C'est carrément en dur. Je retourne mon slice avec la valeur 6. Alors, première question. Qui pense que ça va dans la heap? Je vérifie. Ok. Et qui pense que celui-ci va dans la heap? Ok. Je pense que vous avez été induit un peu en erreur par
le nom de mes fonctions, je pense. Mais en clair, normalement, ils vont tous les deux dans la heap. C'est un peu de ma faute aussi parce que le nom de mes fonctions, ça portait un peu à confusion. Pourquoi? Parce que ça, il faut peut-être aussi connaître la notation Go pour un vrai array. En clair, ça reste un slice. Ça reste dynamique. Derrière, on lui dit, ok, tu m'alloues cette longueur-là, mais on pourrait ajouter d'autres variables après. C'est juste que au moins tu vas faire tu vas me préparer six places dans la mémoire. Tu vas me le faire une fois et tu vas pas me le faire au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ça peut porter à confusion. En clair, c'est pas une valeur fixe et finale. On pourra lui ajouter d'autres éléments après. C'est pour ça que les deux vont dans la heap. Prochain exemple, qui est le slice 2, je présume. Oui, il y a un minimum de logique. C'est déjà bien. Du coup, ici j'ai une fonction qui s'appelle newArray et qui me retourne un array et non un slice. Là, c'est la notation d'un array où on a une vraie taille fixe. Ça, c'est une autre notation en Go pour lui dire en fait, tu remplaces ces trois petits points par le nombre d'éléments que j'ai dans mon array. Donc, qui pense que mon array va aller dans la heap? Lève la main. Ok. Tu penses qu'il va dans la heap? Ben, en fait, on va vérifier. Mais en fait, il va copier. Oups. Il va copier l'array assez bêtement normalement. Et donc voilà. Et en fait, quand c'est un array, là c'est une taille fixe. Il sait quelle taille il a, donc ça sera dans la stack. Il va pas chercher plus loin, il va pas le mettre dans la heap. On peut essayer. On peut essayer, mais est-ce que j'ai le courage de tester jusqu'à sa limite? C'est ça, je veux bien essayer, mais voilà. Ouais, je pense que même si c'est une grosse valeur, je pense que ça ira quand même dans la stack. Je sais pas. On peut tester, mais je sais pas comment on peut tester. Putain. Ouais, j'imagine. 1000? On peut essayer? Ouais, mais elle est déterminée à la compilation, donc toujours pas. Ah! Ah! J'aurais essayé. Oui, 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 je pense. J'ai pas envie de compter les zéros en fait. On a combien là? Ah. Et voilà. Comme ça on est sûr. Et ouais, il la laisse toujours dans la stack. Exemple suivant. On a Trix Struct. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ok, hop là. Du coup, une struct en Go, on va dire, pour vulgariser la chose, c'est comme un objet. On sait lui associer des méthodes et tout ça. Hop. Et la syntaxe, c'est comme ça. Donc j'ai ma struct qui s'appelle myStruct. C'était très compliqué comme nom. Dedans, j'ai une string name, j'ai un slice de string metadata et j'ai un code int. J'ai une fonction qui fait un new myStruct, donc qui retourne ma struct telle quelle, avec des valeurs par défaut ici quoi. Question. Qui pense que ma struct va aller dans la heap? Lève la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes.
cette personne pense que ça va dans la heap. Ah là là. Il y avait un petit piège, d'où le nom Trickstruct. En fait, ça va dans la heap, et il nous l'indique pourquoi. Parce que en ligne 24, j'ai un slice. J'ai un slice dans ma struct. Alors pourquoi j'ai montré ça? Parce que en fait, parfois on va faire du code, on va se dire ok, j'ai tout fait pour que ça aille pas dans la heap, donc c'est bon, tout est nickel. Sauf que dans par exemple une lib Go, une lib officielle Go, par exemple dans la struct time, je pense qu'ils ont corrigé ça, mais dans la struct time, il y avait un pointeur. Et du coup, on avait beau faire tout ce qu'on voulait, à partir du moment où on utilisait la struct type time dans notre struct ou autre part, eh ben, ça allait dans la heap parce que derrière il y avait un pointeur en fait. Et du coup, fallait le savoir quoi. Et c'est intéressant de savoir. Et du coup, ça arrive dans beaucoup de cas ou beaucoup de structs qu'il y a dans la librairie Go, dans les librairies Go officielles. À ne pas se faire avoir. Est-ce que c'est intéressant que je montre ça? Non, je ne pense pas. Le prochain, interface. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une interface. La petite spécificité de Go, c'est que leurs interfaces, ils appellent ça du duck typing. Donc en fait, on ne doit pas dire comme en Java. Alors comment on dit en Java quand c'est implement, voilà. Qu'on implémente cette interface. Il le sait d'office si toutes les fonctions de cette interface sont implémentées en fait. Donc par exemple, on a notre struct conférence. Ça c'est la façon de faire pour mettre une méthode sur notre struct. On a une méthode string, comme toString en Java, qui retourne myconf. On a une fonction newConference qui vont me retourner ma struct. NewConference, ça prend un nom et une location. Et une fonction getString qui prend en paramètre d'entrée fmt.stringer. En fait, c'est juste l'interface qui a la fonction .string. Et donc, on passe notre conférence dans cette fonction pour faire un i.string pour afficher ce que ça veut. Du coup, qui pense que Devoxx va aller dans la heap? Lève la main. Personne? Ok. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Ouais. Et du coup, la struct, elle est comme ça. Ok, je redescends. Je lui passe ma conférence ici, qui arrive là, et qui fait un i.string. Du coup, je reformule. Qui pense que Devoxx va aller dans la heap, lève la main. Il y a un candidat. Ok, alors, ça va aller dans la heap. Pourquoi? Je vais l'expliquer. En clair, c'est parce que c'est une interface, et donc les interfaces en Go, c'est interprété au runtime. Il n'est pas capable de le faire à la compilation, et du coup, il va mettre directement dans la heap. Et du coup, normalement, là, il y a beaucoup plus d'infos. On le voit ici, à la ligne 21. Qu'est-ce que la ligne 21? Ouais, ici. Et du coup, maintenant, si je change, je dis au final, cette fonction-là, elle est plus si générique que ça. Je vais dire, tu prends que des conférences, donc que ma struct conférence. Qui pense que Devoxx, la variable Devoxx, va dans la heap? Lève la main. Ok, une personne. C'est tout. Ok, et bien là, en fait, elle ne va pas escape parce que en fait, c'est un type, c'est plus une interface. Donc il sait dire quelle taille ça va avoir et donc il sait le faire, il sait le mettre dans la stack.
Ça aussi, c'est un truc à savoir. Parfois, on met des interfaces un peu partout, alors qu'on pourrait parfois s'en passer. Et là, il y a eu un intérêt à s'en passer. C'est que ça va rester dans la stack. Oui. Bah, là, c'est parce qu'on l'a indiqué tel quel. Et il va prendre la taille... C'est une bonne question. Ouais. À mon avis, il va allouer la taille 1, 2, 1, 2. Il va peut-être allouer la taille max pour une string, à mon avis. Parce que... Putain. Je pense qu'il prend pas de risque. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre solution parce que la taille de la stack, il l'a à la base. Donc il prend, à mon avis, le max qu'on peut mettre dans une string et il le met, quoi. Très bonne question. Ouais. Mais je pense qu'il a une taille max, ouais. Et du coup, ouais, je pense qu'il fait comme ça. C'est-à-dire? Ah, bah oui, oui, non. Non, c'est une string, ce type-là ne va pas aller dans la heap. Ça reste dans la stack. Ça, c'est sûr. Ouais. Qui me parle? Ah. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Bah oui, 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 ça se fait au runtime parce qu'on n'indique pas en fait, on lui indique pas directement. Si tu regardes ici, du coup il Même l'a. à à la compilation, il pourrait pas le deviner. Ouais, en Tu vois? fait c'est un. Si, il pourrait. Je pense qu'il y a plein de trucs, plein de cas comme ça qui pourraient. En fait, il y a des issues sur Go, sur l'escape analysis. Il y a même un article sur ça où il dit, ok, comment on pourrait, enfin, qu'est-ce qui manque à l'escape analysis pour qu'il aille jusqu'au bout. Les interfaces en font partie. Et bah, je pense que ça fait quand même un moment que c'est sorti ce truc-là et je pense que ça doit être galère à implémenter parce qu'ils l'ont toujours pas fait et qu'à mon avis il doit y avoir une raison, quoi. J'ai pas suivi en détail le thread de l'issue, mais il y a des trucs qui peuvent être améliorés, ça c'est sûr. Rien qu'en analysant statiquement notre code, on peut le voir, quoi, mais faut voir. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Et, à mon avis, ça doit être de la complexité, mais voilà. Ok. Du coup, je vais faire le prochain exemple. Sort. Alors, ici, on a un array. Je crée mon new array, qui est un array fixe, et qui s'exécute. En fait, ça, c'est un sort.slice. Ça va trier l'array. Et ça prend une fonction, un genre de callback, une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on passe dans l'élément pour trier l'array. Qui pense que l'array va aller dans la heap? Lève la main. Une personne, deux personnes. Ça, par exemple, en fait, c'est des cas, comme je te disais, qui sont dans l'issue en mode on pourrait ne pas escape ces choses-là dans la heap. Sauf qu'aujourd'hui, l'escape analysis n'est pas capable de le trouver. Donc en fait, je montre ça parce que du coup, chaque fois qu'on va utiliser une fonction comme ça, si par exemple j'utilise une fonction au sein de main, comme ça, que je l'appelle elle-même, eh ben, d'office, quoi que ce soit, ça ira dans la heap. Et en fait, ça, c'est un corner case que l'escape analysis ne gère pas. Ça fait partie des... Parce qu'il y a une closure, ça fait partie des bugs. Enfin, des bugs. Non, des choses que l'escape analysis ne gère pas, qui apparemment pourrait le faire. Oui, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Alors, le prochain, les goroutines. Oups. Non plus. Alors, ici, en fait, une goroutine, c'est pour faire de la concurrence en Go. Ça se lance avec le mot-clé Go.
Et une fonction dedans. Si j'aurais pu faire cette fonction-là, en fait, j'aurais pu l'appeler en dehors et appeler go ma fonction. Ça veut dire que ça lance en concurrence et on continue directement ici. La syntaxe là, elle devient un peu compliquée pour ceux qui connaissent pas du Go. J'ai un chan qui lui, il va me permettre de discuter entre mes différentes Go routines. Et ça, c'est la syntaxe pour dire, ok, à chaque fois que j'écoute sur un chan, c'est comment dire, la syntaxe pour dire j'écoute sur le chan. Si j'avais voulu envoyer, ça aurait été comme ça. Du coup, j'envoie coucou, si c'était une string que le chan prenait. Du coup, ça c'est la syntaxe pour recevoir du chan. Du coup, on appelle la go routine, on modifie l'array ici, et on close le chan. En fait, le close, indirectement, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une valeur dans le end pour lui dire fini, quoi, termine-toi. Donc il envoie une valeur. Comment ça va se passer quand il va s'exécuter? C'est qu'il va tout exécuter d'un coup et il va attendre ici. Et il va attendre en fait le close du array. Nous, on va le voir directement parce que c'est close direct. Il y a deux questions ici. À la première, qui pense que array va dans la heap? Lève la main. Ok, il y en a qui suivent. En fait, on pourrait apparenter ça à la même façon de tout à l'heure. Il y a une closure, mais pas que. En fait, à chaque fois qu'on utilise une Go routine, tout ce qui va allouer, ça sera dans la heap, à chaque fois. Et c'est normal parce qu'en fait, on peut avoir accès à cette donnée-là, parce que ça vit en concurrence, on peut avoir accès à cette donnée-là depuis ailleurs. Et donc, c'est forcément, ça va dans la heap. Oui, oui, ça. Oui, oui. Quoique, je suis même pas sûr. Attends. On pourra tester après si tu veux, on regardera. Parce que en fait, quand tu lances une Go routine, Go, il veut que ce soit ça soit peu coûteux quand tu lances des Go routines. En fait, le but en Go, c'est que tu puisses lancer beaucoup de Go routines et que ce soit peu coûteux, notamment en mémoire. Du coup, il alloue une petite partie de la mémoire. Et en fait, cette mémoire-là, elle s'étend. Donc, ils appellent ça la stack de la Go routine, mais c'est pas dans la mémoire de la stack en fait. Et du coup, mais ils appellent ça la stack de la Go routine. Et du coup, cette mémoire, elle s'agrandit et elle se diminue en fonction de ce qu'il y a dedans. Et du coup, je pense que c'est probable qu'ils mettent tout directement dans la heap. On va tester après. Je finis l'exemple et on teste après, si tu veux. Et du coup, ok, on va regarder si array va dans la heap. Avant, seconde question, qui pense que end va dans la heap? Lève la main. En fait, les chans, ça fait partie typiquement des types qui vont directement dans la heap et pas dans la stack. C'est forcément logique puisque c'est fait pour discuter entre différentes Go routines. Oups. Hop. Là, c'était... Alors, hop. Il est beaucoup plus verbeux le 1.11. Je l'avais pas dit tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait les GC flags, on peut en passer jusqu'à 4 de -m, et plus on en met, plus c'est verbeux. Quand on en met 4, on a même le code assembleur qui génère associé à ce qu'il fait. Donc c'est très très verbeux. On peut essayer, hein, mais je sais pas si ça va être lisible. Normalement, on a des trucs assembleurs quelque part. Enfin, c'est assez verbeux là, du coup. Ouais, voilà, on a des trucs bizarres. Et là, ça devient un peu moins compréhensible. Et si on n'en met qu'un, en fait, il nous dit juste où est-ce que ça escape. Et il nous dit pas pourquoi. Parfois, quand on en met plus, il nous dit pourquoi, comme tout à l'heure avec la closure, il nous expliquait. Et là, on voit que le chan va dans la heap et que l'array aussi, ici. Et du coup, on voit aussi les trucs no inline quand on met plusieurs trucs. Du coup, les deux vont dans la heap. En fait, parce qu'on lance dans une Go routine, et l'autre, c'est indirectement pareil, mais parce que ce type-là,
il ira toujours dans la heap quoi qu'il en soit. Il ne va pas chercher plus loin. Dernier exemple, c'est le println. J'aime bien le montrer en dernier celui-là. Il est intéressant. On a repris notre exemple de tout à l'heure. C'est bizarre. Ah oui, ok. On a repris notre exemple de tout à l'heure avec un new counter without pointer et j'incrémente sans le pointeur. Donc il n'y a pas du tout de pointeur là. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de piège. Et je fais un println, j'affiche la valeur de counter. Qui pense que counter va aller dans la heap, lève la main. En fait, ça va aller dans la heap. Je vais expliquer pourquoi, mais on va vérifier quand même. En fait, ça va dans la heap. Et lui, il indique pourquoi ça va dans la heap, en fait. Il l'indique bien en Go 1.11 d'ailleurs. Parce que ça vient de argument, 3 petits points argument. Oups. Et du coup, je montre ça parce que en fait, quand on veut tester des petits exemples de code et que comme Go, il est chiant et qu'il nous empêche de compiler parce qu'on n'utilise pas counter ou des choses comme ça, on a tendance à faire un println pour lui dire ok, comme ça je l'ai utilisé, t'es content. Sauf qu'en fait, on va pas avoir des résultats très intéressants parce qu'à chaque fois il va nous dire ça va dans la heap. Et pourquoi? Parce qu'en fait si on va sur println, en argument, ça prend on va dire, enfin c'est 3 petits points d'interface, ça s'appelle un variadic argument. Ça veut dire que ça veut dire en fait on peut lui passer autant de fois d'arguments, c'est comme en JS, je pense que c'est la même syntaxe, autant de fois d'arguments de type interface vide quoi. Et du coup à chaque fois qu'il y a un variadic argument, bah, c'est pareil, ça va dans la heap. Et du coup c'est un truc à savoir quand on veut faire des petits tests parce que sinon on va vite être déçu. On va essayer de débugger et en fait ça ne fonctionnera jamais. Ouais, mais même si tu as un type string, tu as un variadic argument, ça marchera pas. Du coup, les exemples c'est fini. Bah, moi ce que je faisais, si je pense que si tu vas très loin dans le truc, il y a peut-être un print qui prend une string, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça. Moi ce que je fais c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, non c'est pas SDK, exit, et je lui mets mon counter, voilà. C'est pour ça que je m'amusais à faire ça tout à l'heure, c'était pas pour le plaisir. Donc voilà, mais il y a sûrement un print qui le fait sans prendre de variadic argument ou des choses comme ça, mais je le connais pas. Ça doit exister, sûrement. Du coup, si on revient sur les slides, hop là, c'est pas le moment de monter, c'était avant. Si on conclut, en fait, si on regarde, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur le site de Go pour savoir, pour poser la question, est-ce que je dois utiliser plutôt un pointeur ou une struct, enfin une variable littérale. Et en fait, ce qui nous répond, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne doit pas le savoir normalement, parce que normalement, le garbage collector de Go est censé bien fonctionner, on est censé pas avoir de problème. Donc, quand on code en Go, en vrai, il y a un garbage collector et il y a un escape analysis. C'est fait justement pour qu'on n'ait pas à se prendre la tête forcément avec la mémoire. Après, si on veut s'amuser, on peut le faire, mais encore une fois, sur du code de prod, il faut pas optimiser pour rien. Il faut pas commencer à se casser la tête et à faire du code moins lisible ou moins maintenable parce qu'on sait que ça ira pas dans la heap en faisant ça. S'il n'y a pas de problème, en fait, pourquoi l'empêcher de le faire au final? C'est un truc important. Et aussi, si on veut le faire, si on veut optimiser, ou si on veut essayer d'éviter qu'il aille dans la heap, quoi qu'il en soit, il faut mesurer ce qu'on fait et voir l'impact de ce qu'on fait. Parce que parfois, on va se dire, je vais avoir un gros impact, sauf qu'en fait, non, le problème est ailleurs, quoi. Et du coup, voilà.
c'était la petite conclusion pour pas que demain vous arriviez sur votre projet de prod et que vous fassiez plein d'optimes qui deviennent un peu illisibles dans votre code pour tricker l'escape analysis. C'est pas forcément utile, surtout pour vos collègues. Donc voilà, merci beaucoup. Du coup, j'ai mis tous les liens là. Je partagerai les slides sur le meetup. Et c'est tous les liens, enfin les plus intéressants qu'on a lus pour faire la conf et s'intéresser à tout ça. Et notamment, il y en a un dedans sur le garbage collector qui est très bien expliqué. Si vous voulez voir plus en détail comment fonctionne le garbage collector, il y a des petites vidéos et tout ça, c'est vachement bien fait. Donc voilà. Et si vous avez des questions. Du coup, je fais quoi avec ça? C'est un micro. Ah oui. Du coup, moi, ma question, c'est plus dans la vie de tous les jours. En fait, à quel moment tu te lances dans une analyse comme ça? Est-ce que c'est vraiment t'attends d'avoir des vrais problèmes, ou est-ce que concrètement tu as des petits tricks où chaque fois tu fais attention tout le temps, quoi? Non, en fait, tant que ça ruine pas la maintenabilité du code et que ni la lisibilité, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe derrière et de le faire en tout état de cause. Mais sinon, fais-le quand vraiment tu as un problème. Si tu n'as pas de problème, si ça fonctionne bien, ne le fais pas, quoi. Nous, on avait vraiment eu un problème et du coup, on s'est dit, bah, on va regarder pourquoi déjà. Et du coup, on a rajouté plein de métriques, plein de sondes pour mesurer avant et savoir pourquoi ça n'allait pas. On s'est pas dit directement, bah, c'est parce que le GC il est fort sollicité ou parce que la mémoire est pas enfin, elle est pas cleanée assez rapidement. Du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé là en fait. Mais il faut pas le faire juste par plaisir, je pense. Et du coup, le problème que tu avais, c'était quoi? C'était des lenteurs ou c'était vraiment il y avait il y avait des lenteurs et en plus de ça, on avait la mémoire qui augmentait et elle avait du mal à redescendre, quoi. Donc c'était surtout ce qu'on voyait le plus, nous, au final, c'était la mémoire qui augmentait. Comme on est dans des conteneurs avec peu de RAM, on se faisait WAMKill directement et ça, tu le vois, quoi. Sur ton monitoring, tu le vois, tu vois tes API qui tombent petit à petit, tu fais oh, ok. Donc voilà. Oui. Du coup, quand tu définis des méthodes sur un type, est-ce que tu privilégies des receivers ou un pointeur receiver? Bah, du coup, comment tu décides, hein? Encore une fois, ça dépend. Moi, généralement, je dirais, je définis le receiver normal sans le pointeur, sauf si tu vas commencer à modifier le contenu de ton receiver. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver d'exemple? Bah, si tu fais un incrément sur un code, sur un attribut de ta struct, bah, fais-le dans un pointeur parce que là, tu en auras besoin. Mais sinon, si tu peux t'en passer, le fais pas. Et si si ton type c'est une struct qui embed par exemple un mutex, Ouais. est-ce que ça si tu le copies Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, si tu as un mutex dans ta struct, elle ira direct dans la heap. Enfin, si tu as un pointeur, ça ira direct dans la heap, donc il va mais le un gérer. mutex c'est pas un pointeur. Non, mais quand tu l'utilises, généralement tu l'utilises en mode pointeur, je pense. J'utilise pas beaucoup de mutex, mais faut regarder et je pense que... Tu dis? Oui, c'est un truc partagé. Bah, je pense, ouais. Donc il va le mettre sur la heap. Mais je sais pas si tu connais les Go Proverbs là, si tu fais du Go. Et en fait, au final, il déconseille un peu d'utiliser les mutex. Il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Communique, enfin, il dit de communiquer la mémoire, mais pas de la bloquer, en clair. Faut aller voir, c'est super intéressant. C'est Rob Pike qui a fait le cours là-dessus. Dès que tu as une map. Sur le côté pratique en cas de problème pour trouver à quel endroit tu peux éventuellement faire des modifs Ouais. pour éviter d'aller sur la heap, est-ce que tu arrives à interpréter sur un gros projet le moins M, ou est-ce que tu es obligé d'abord quand même d'isoler la portion de ton code un peu sensible à la perf et faire un fichier test, j'allais dire un test unitaire, c'est pas un test unitaire, mais bon, relativement proche, quoi, d'isoler. Parce que sinon, je me dis que ça doit être illisible, non? Parce que là, déjà sur un bout de code de 10 lignes,
Bah, T'avais ouais, déjà quasiment un écran. Enfin, un j'ai- écran grande police, mais. J'aime pas trop me faire mal, du coup, j'isolais le code. Et sinon, tu peux faire aussi des benchmarks par fonction. Ça, par contre, ça se fait facilement. Et déjà, tu verras le nombre d'allocations que tu as et tu verras si tu as des problèmes. Tu vois. Donc, par fonction, tu peux faire des benchmarks par fonction. Benchmark unitaire, on va Mais dire. après, le fait de faire par fonction, ça casse un peu l'analyse, non? Parce que justement, ça dépend de comment tu l'utilises. Bah, en fait, Autour. nous, par exemple, nous, sur notre projet, on utilise un outil qui s'appelle Jagger, je sais pas si tu connais. Et du coup, il est capable de nous dire, c'est juste des frames où tu vois un torche flame, ça te parle ou pas? Tu vois les spans, quoi, et tu vois là où ça prend le plus de temps, dans quelle fonction, donc ça t'aide, ça nous aide déjà à savoir à quel endroit on peut optimiser. Et c'est Et comme donc ça après, qu'on... t'isoles. Ouais. Ouais, c'est ça, Ok, merci. pas de souci. Alors, j'aimerais revenir sur un peu plus sur la partie GC. Au début, alors tu dis qu'il n'y a pas de pause. J'ai des gros doutes. Ils évitent les stop the world au maximum. Ouais, d'accord, mais un peu de pause, c'est un petit peu, Bah, forcément. Faut Qu'il passe. voilà. Et il est concurrentiel. Et Donc après, je pense- le but de Go, vraiment, c'est d'éviter la latence au maximum, quoi. Pas de souci. Après, sur la partie VM aussi, c'est pas parce que il n'y a pas de VM que c'est. Non, tu peux limiter, bien sûr, mais par défaut, il va prendre toute ta mémoire, quoi. Si tu Ouais. limites pas, par défaut, il va Tout à prendre fait, toute ta tout à mémoire, fait. c'est sûr. Ok. C'est comme le GC, au final, tu peux le custom si tu veux. Après, dans le monde Go, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui font ça. Je pense que dans le monde Java, il y a beaucoup de gens qui custom leur GC ou des choses comme ça, je sais pas. Mais dans le monde Go... Qui les tune, tu veux dire? Ouais, voilà, Ouais, c'est tout ça. à fait, ouais, bien sûr. Dans le monde Go, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais tu peux le faire. Tu peux le faire mais pour qu'il peut-être soit moins sur le fait qu'il utilise moins de latence et qu'il te vire beaucoup plus de... Après, c'est pas très documenté en Go, donc à tes risques et périls, quoi. Ok. Et comment tu monitores le comportement du GC? Monitor le... Comportement du GC, c'est-à-dire. Il y a des... Des en logs. fait, quand tu mets le profiling de Go, ça c'est bien, ça s'appelle pprof. Et tu vois le temps qui met que le temps, il y a vraiment l'info du GC. Quand le GC passe, tu vois la frame du GC qui passe et tu vois le temps qu'il utilise. D'accord, mais si j'ai un truc en prod, si je veux voir comment le GC se Bah, comporte. tu peux faire du pprof. En fait, nous en prod, on a activé pprof et du coup, on a toujours les métriques de ça qui D'accord. se mettent. Tu peux l'envoyer directement sur Jagger aussi. Je sais pas si tu connais le projet OpenCensus. Je fais pas de Go. Mais c'est pas du Go, ça c'est justement c'est générique pour Ok. tous les projets et pas. du coup tu peux voir directement quand ton GC passe et le temps qu'il prend. D'accord. Donc ça c'est plutôt sympa. Et dans Go c'est bien intégré parce que ça a été pensé, ça a été pensé directement donc c'est plutôt pas mal quoi. C'est un avantage. Ok. Et à l'occasion, je serais intéressé de voir dans la Go routine si Ah oui. une variable locale Ouais, on va regarder si tu veux. on la livre ou pas. On peut regarder ensemble. Oui. Ouais, moi j'avais une question sur les structs en fait. Dans ton exemple de struct, tu dis que le fait qu'il y ait une slice, il va escaper. Ouais. Mais qu'est-ce qui escape? Juste la slice ou toute la struct? Je pense que c'est juste le slice. Alors attends. On va vérifier que je dise pas de bêtises. C'est dans slice 2? Non. Non, c'était dans. Ah ouais, tricks, Tricks. struct. Je vérifie. Ah. Bah ouais, tu vois, il dit bien que c'est ta slice qui escape, pas ta struct. D'accord, donc en fait l'impact c'est juste que bah, tu as utilisé une slice donc elle va dans Ouais. la heap, mais ça ça. invalide pas ta struct en fait. Non, non, mais je veux dire, derrière, si tu dis je manipule cette struct et j'en fais pas un pointeur parce que je veux pas que ça utilise la heap, tu te dis un peu de façon naïve, il n'y a pas de pointeur, enfin il n'y a pas de partage donc ça ira pas dans la heap. Derrière, en fait, il y a peut-être à l'intérieur des éléments qui seront dans la heap quand même, quoi. Par exemple, Bah, non, pas la struct. commencer quoi. Mais dans notre cas, nous, ça nous aurait emmerdé, quoi. Dans notre cas, ça nous aurait bien emmerdé parce que nous, on avait vraiment un problème à ce niveau-là. Et si on réallouait tout le temps cet objet-là, le problème serait resté, quoi. Parce que derrière, on aurait quand même eu notre notre slice dans la struct qui serait dans la heap, quoi. C'est juste, faut le prendre en compte, quoi. Faut le savoir.
Donc voilà. Plus de questions? Et merci beaucoup. Et du coup, si tu veux, on fait ton test.